Bien, nous allons commencer cette table ronde. Bonjour à tous. Donc, bienvenue dans cette table ronde que nous allons consacrer aux stratégies de monétisation de la presse. Alors, l'enjeu de monétisation n'est pas nouveau pour les éditeurs, mais il prend encore plus d'importance aujourd'hui, après 18 mois de pandémie, et à l'heure où la presse est chahutée sur ses deux fondamentaux, la diffusion papier et la publicité. Alors, quand on parle de monétisation ou de diversification, on parle bien sûr de numérique, mais aussi d'édition de livres, d'événementiel, de formation, de licences, de data, de services aux entreprises, d'animation de communauté, et ma liste n'est pas exhaustive. Donc, pour en parler, nous avons réuni trois intervenants, trois éditeurs différents qui ont des expériences assez complémentaires. Donc, à votre gauche, pour vous, Bérénice Lajoigny, directrice générale du pôle Les Échos, dont la diversification, d'ailleurs, ne date pas d'aujourd'hui. Elle nous en parlera. Nathalie Becht, donc à votre droite, directrice de Bayard Jeunesse, dont les marques sont déclinées, elles aussi, sur de nombreux supports. Et Albin Servian, le seul homme de la table ronde pour la diversité, n'est-ce pas, et la parité, on la respecte largement, président de Tétu Ventures. Donc vous venez pas de l'univers de la presse, vous êtes plutôt issu de la tech et du digital. Donc vous avez, quand vous avez repris, c'est il y a 3 ans, 4 ans Tétu, vous êtes arrivé avec un regard extérieur sur le secteur, donc c'est aussi assez intéressant. Donc merci à vous trois d'avoir accepté de jouer le jeu et de venir partager donc vos expériences en la matière. Je vais commencer tout de suite avec Bérénice. Donc, vous dirigez Les Échos, qui, je l'ai dit, a commencé assez tôt, en fait, dans la diversification. Mais vous avez sérieusement accéléré ces dernières années. Alors, quelle est votre stratégie en la matière ? Bonjour tout le monde. Alors, pour essayer de résumer un peu rapidement la stratégie des Échos, elle a un côté extrêmement classique, puisqu'on s'est reposé sur 2 piliers principaux qui sont le digital et la diversification. Mais si peut-être, pour souligner une spécificité, c'est celle que vous avez dite, c'est qu'on s'y est pris il y a longtemps. On a commencé il y a longtemps. Donc, côté digital et abonnement, les abonnements digitaux des Échos ont été mis en place avant 2010, donc à un moment où c'était le modèle de la gratuité qui était vraiment monnaie courante dans les médias. Donc, en ça, c'était assez original. Et côté diversification, les premières conférences des Échos datent de 1992, donc il y a 30 ans. Donc, je crois que là, on montre bien qu'on était assez précurseurs sur le sujet. Alors peut-être pour développer un peu les 2 points, hein, vous êtes d'accord pour qu'on parle un peu au début ? Ok, vous m'arrêtez si je suis trop longue. Alors sur la partie digitale, donc en effet ça date d'il y a un moment. Et là encore, si pour pointer les particularités des Échos, je dirais 2 choses. La première, c'est qu'on a été très régulier. Donc le développement du portefeuille d'abonnés des Échos s'est fait progressivement et on a un chiffre dont on est très fier, c'est que notre diffusion a progressé de manière constante chaque année depuis 10 ans. Et ça, je pense que c'est aussi un peu pas si répandu que ça. Donc les Échos, c'est aujourd'hui 140 000 exemplaires et dont 2 tiers sont faits en digital. Donc ça, c'est première caractéristique. La deuxième, c'est qu'on est resté toujours solidement accroché à notre stratégie premium, aussi bien pour les abonnements. Donc nos abonnements coûtent à peu près entre 2 à 4 fois plus que ceux de nos concurrents, enfin nos confrères de la PQN ou de la PQR, et c'est un peu la même chose en publicité. Alors pas le même ratio, mais on a aussi des ICPM qui sont au-dessus du marché parce on est assez fort en CSP+, et aussi parce qu'on a beaucoup développé les opérations spéciales. Voilà. Donc ça a été le digital, ça a été réellement une progression régulière, mais je dois quand même dire qu'on a eu une sacrée accélération les 2 dernières années. Il y a un chiffre, je pense, qui résume ça, c'est qu'aujourd'hui, donc sur la partie média des Échos, le digital représente tout juste 50% du chiffre d'affaires, et on a pris presque 20 points en 2 ans. Donc c'était quelque chose qui progressait régulièrement, mais là qui s'est vraiment accéléré. 50%, c'est digital, c'est abonnement plus publicité. Ouais, c'est tout ce qu'on fait en digital. Et l'autre point important, c'est qu'avec ce cap, on a le sentiment d'avoir
passer la fameuse barrière de ça y est, on a comment dirais-je, rentabilisé nos coûts fixes, qui sont de manière grossière la rédaction et la tech, la plateforme, et que maintenant on est dans cet espace assez satisfaisant qui est que quand on rentre des abonnés ou quand on rentre de la pub, ça vient pas complètement directement dans le résultat, mais en tout cas beaucoup plus qu'avant. Donc voilà, on en est sur la partie digitale. Est-ce que la hausse des abonnements numériques a compensé la baisse des abonnements papier ? Ouais. Y compris financièrement. Ouais. Donc en volume, je vous l'ai dit, la diffusion progresse régulièrement depuis 10 ans, et en chiffre d'affaires, oui, on compense. On a un chiffre d'affaires diffusion qui progresse, donc les abonnements digitaux compensent la vente au numéro qui est petite pour les échos et la baisse des abonnements papier. Voilà. Alors ensuite, sur la partie diversification, moi je voulais souligner deux parties. D'abord la partie média, parce que on a beaucoup travaillé cette partie-là ces dernières années, et puis aussi la partie service que vous évoquiez tout à l'heure. Donc la partie média, c'est-à-dire les nouveaux produits qu'on a pu développer. On a structuré notre stratégie avec autour de deux principaux objectifs. Le premier, c'était fidéliser nos lecteurs. Donc voilà, créer des nouveaux produits pour que nos lecteurs nous lisent plus souvent, soient plus fidèles, et n'hésitent surtout pas au moment d'appuyer sur le bouton de réabonnement. Donc peut-être un exemple, je voulais citer deux exemples. Le premier, c'est le supplément qu'on a lancé, le supplément du week-end qu'on a lancé il y a 6 ans maintenant, en fin 2015, donc qui s'appelle Les Échos Week-end. Et notre réflexion à l'époque, c'était de dire qu'aux Échos, on avait des lecteurs assez réguliers et fidèles du lundi au vendredi, mais on les perdait le samedi et le dimanche pour les retrouver le lundi. Et que pour renforcer le lien à la marque et là encore les amener à être plus propices à se réabonner, il fallait qu'on renforce ce lien, ce qu'on a complètement réussi à faire, parce qu'aujourd'hui nos abonnés, les 3/4 de nos abonnés nous lisent le week-end, les Échos week-end chaque semaine ou presque. Donc ça, c'était un premier exemple de... Alors que le contenu est fondamentalement différent du quotidien. Il est beaucoup plus lifestyle, vie personnelle. Il y a les deux parties. Il y a la première partie qui est plus proche du quotidien, donc ce qu'on appelle les business stories, donc qui sont vraiment proches des enquêtes qui sont tous les jours publiées dans les Échos ou en ligne. Et puis effectivement, 3 autres parties qui sont plus personnelles. Et en effet, l'idée, c'était de compléter notre présence professionnelle par une présence plus personnelle. L'autre développement qu'on a réalisé toujours dans cette optique de fidélisation, c'est un point, je pense aux Échos, on a pas mal avancé, ce sont les newsletters. Donc on en a une quarantaine. On a beaucoup développé, enfin on en a pas mal développé. Dans ces 40, il y en a pas mal qui sont récentes. Et sur ces 40, elles sont envoyées à 350 000 à peu près personnes. Et dans ces 40 newsletters, parmi ces 40 newsletters, il y a un tiers qui sont réservés aux abonnés, donc qu'on peut lire seulement si on est abonné. Ce sont généralement des newsletters quotidiennes qui sont signées des grandes plumes de la rédaction, donc Dominique Seux, Cécile Cordunet ou Jean-Marc Vittori. C'est des newsletters sur lesquels on a des taux d'ouverture qui sont extrêmement bons, qui peuvent aller jusqu'à 60%. Et donc là, vraiment, c'est l'idée aussi de créer vraiment un rythme très très fort de lecture de nos contenus pour que ça devienne une habitude pérenne. Voilà, notre deuxième objectif dans nos nouveautés médias, je dirais, c'était bien sûr de conquérir d'une nouvelle cible. Donc là, je voulais citer deux exemples. Le premier, c'est les EchoStart qu'on a lancé en 2016, mais qu'on a complètement revu en 2020. Donc c'est un site qui est présent dans le portail des Échos, mais quand même un site en soi, qui est destiné aux jeunes adultes qui entrent dans le marché du travail. Donc c'est des thématiques qui sont tout à fait
compatible ou proche de celle de la marque mère, mais avec un ton particulier, beaucoup d'incarnation, beaucoup de témoignages, et puis vraiment une autre façon de parler. Et donc les changements qu'on a effectués donc l'année dernière ont été vraiment couronnés de succès. On a multiplié par 3 l'audience cette dernière année. Donc on a près de 4 millions de visites par mois sur Start. Voilà, et notre objectif avec ça, c'est de faire découvrir les échos d'une façon un peu différente à des jeunes lecteurs qui ne connaissent pas bien les échos, qui sont peut-être un peu intimidés par la marque. Et puis sur le site Start, bien sûr, publier aussi quelques contenus des échos pour que ces lecteurs des échostats deviennent, vous l'avez deviné, des lecteurs des échos qui deviendront ensuite des abonnés des échos. Donc ça, on pourra en reparler dans quelques années pour voir si on a complètement atteint nos objectifs. Mais pour l'instant, en tout cas, on arrive à conquérir des nouveaux lecteurs. Voilà. Et l'autre... Vous le voyez dans les nouveaux abonnés numériques ou pas? Non, ça, je ne vais pas vous mentir. Non, c'est un peu tôt. Parce que pour l'instant, non. Louis Dreyfus, le patron du Monde, disait il n'y a pas très longtemps, à Média en scène que vous organisez, que effectivement aujourd'hui les jeunes de 15-34 ans, non c'était 24-34 étaient 30% des nouveaux abonnés numériques du monde. Vous en êtes pas encore? Non. Voilà. Nous, pour l'instant, notre premier succès avec Start, c'est vraiment d'élargir l'audience, et encore une fois, la transformation, on se le met en étape 2, voire 3. Voilà, le dernier produit que je voulais évoquer, produit média qu'on a lancé aussi dans une optique d'intéresser de nouvelles personnes et de faire connaître la marque à de nouvelles personnes. Je ne dis pas lecteurs parce que pour le coup c'est des auditeurs. Donc c'est les podcasts, et en particulier un podcast qu'on a lancé il y a 2 ans qui s'appelle La Story. Donc c'est un rendez-vous quotidien. C'est un journaliste des Échos qui s'appelle Pierrick Fay qui décrypte un sujet choisi dans l'actualité, épaulé par un journaliste de la rédaction. Donc c'est à la fois très expert, à la fois c'est un récit donc assez captivant, je dois dire. Et donc on a un beau succès d'audience, donc c'est écouté par 500 000 personnes par mois. On est assez haut dans le palmarès des podcasts, et ça c'est un produit qu'on a volontairement, même dans notre logique de très forte d'abonnés, qu'on a volontairement laissé ouvert, justement vraiment dans une idée de faire découvrir la marque et nos contenus. Alors, vous devez savoir qu'avec les podcasts, c'est très, très difficile d'avoir une idée précise de qui nous écoute, parce qu'on est distribué dans plein de plateformes différentes qui ne donnent pas toujours bien leurs chiffres. Mais en tout cas, dans celles pour lesquelles on peut analyser les données, on a des nouveaux auditeurs qui sont plutôt plus jeunes et plus féminins que ceux de la marque. Donc, pour l'instant, on est assez content de ça. Voilà. Et donc, dernier point que vous avez soulevé dans la diversification, qui est historique pour les Échos, c'est la partie service. Donc, lancée encore une fois il y a 30 ans. Aujourd'hui, on a 3 principales activités. Une première autour des événements, des salons, et qui représente la grosse partie du chiffre d'affaires de nos services, plus de 50%. Dans cette activité, on a des blockbusters. On a Vivatech qui fait partie de cette catégorie. On a Média en scène dans un univers peut-être encore plus proche de nous aujourd'hui. Mais en tout, il y a une 60aine d'événements qui sont produits chaque année. Enfin, en tout cas, qui seront produits en 2021, parce qu'il est inutile de vous dire qu'en 2020, il y en a eu un peu moins. Mais 60 chaque année, avec des formats très, très différents, des forums, des roadshows, des conférences ou des salons, comme je l'évoquais. Voilà. La deuxième activité importante, c'est une activité de publishing, là aussi qui est très historique, parce que pour les Échos, donc qui s'appelle les Échos Publishing, c'est des contenus qui sont produits de manière complètement indépendante par rapport aux rédactions et qui sont vendus à des clients dans l'univers de la finance, des assurances, des experts comptables. C'est une activité très résiliente, et je ne sais pas si je l'ai dit, mais c'est 40% du chiffre d'affaires. Et voilà. Et la dernière, plus petite, ce sont les études, voilà, de manière assez classique, mais ça c'est moins de 10% du chiffre d'affaires, et c'est des études, à la fois des études sectorielles et des études ad hoc. Voilà. Au global de cette
activité de service, c'est à peu près 25% du chiffre d'affaires des Échos. Parmi ces activités, vous en doutez, certaines ont été bien chahutées là, les 2 dernières années. On a vraiment l'impression là depuis le dernier semestre 2021 que ça reprend des couleurs. Le dernier événement qu'on a monté, le gros événement, parce qu'il y en a presque plusieurs par semaine, mais le gros qu'on ait monté, c'est Investir Day, qui a eu lieu fin novembre au Palais Garnier. Pas du tout au Palais Garnier, au Palais Brognard, pardon. Et donc un événement à la destination des investisseurs, donc à la fois dirigeants d'entreprises cotées, qui réunissaient dirigeants des entreprises cotées, des actionnaires et des investisseurs. Et on a eu 15 000 personnes. Et ce qui est intéressant, 1/3 en présence et 2/3 en digital. Voilà. Et un chiffre d'affaires équivalent à celui de 2019 qui montre que ça reprend. Ça reprend. Voilà. L'activité de diversification au sens large, vous disiez les services, c'est 25% du chiffre d'affaires, mais la diversification au sens large par rapport au... Alors, moi, je l'opposais à la partie médias. Donc, voilà. Donc, c'est dans les Échos, donc il y a 75% de médias et 25% de diversification. Merci. On va poursuivre ce premier tour de table avec Nathalie Becht, donc directrice de Bayard Jeunesse. Donc vous parliez, quand on préparait, effectivement, vous raisonnez un peu 360, donc vous allez nous expliquer un peu ce que vous mettez derrière. Bonjour à tous. Sur Bayard Jeunesse, alors peut-être en préambule, quelques spécificités de la presse jeunesse. Donc sur Bayard Jeunesse, on a à peu près une vingtaine de titres qui sont mensuels ou bimensuels. On s'adresse aux enfants de 1 an à 18 ans, donc des enfants qui ne savent lire, des enfants qui ne savent pas lire. On a à peu près une diffusion mensuelle d'1 million d'exemplaires tous les mois ou tous les 15 jours, ça dépend des magazines. Comme spécificité aussi peut-être, c'est qu'on a un chiffre d'affaires qui est centré à 98%, on va dire, sur la diffusion payante. Donc la publicité est très peu présente dans les titres. C'est une chance quand elle baisse. C'est une chance quand elle baisse, puisque voilà, on est sur un prix moyen d'abonnement en moyenne, je dirais, vers 65-75 euros. Voilà. Comme autre spécificité aussi, c'est qu'on s'adresse, on a plusieurs lecteurs ou plusieurs cibles en langage marketing. On a les enfants, on a les parents qui peuvent lire ou qui ne peuvent pas lire parce qu'ils ne sont pas toujours lecteurs. On a les grands-parents, on a les parrains, on a les marraines, on a les oncles, les tantes. Et on a les institutionnels, enfin tout ce qui est éducateur au sens large, et notamment les professeurs des écoles. Donc une spécificité peut-être, c'est que on a un peu plus d'un tiers de notre base abonnée en fait qu'on appelle des tiers. Ça veut dire concrètement que l'adresse des lecteurs est différente de l'adresse du payeur. Donc c'est beaucoup des grands-parents, beaucoup les oncles, les tantes, les parrains, les marraines. Mais c'est quelque chose qui offre des cadeaux, les abonnements en cadeau. Voilà, c'est l'abonnement cadeau ou l'abonnement payé, notamment à Noël, qui est une très grosse période pour nous, qui est payée par un tiers. Qu'est-ce que j'ai encore ? Voilà. Donc après, la diversification, on n'est pas organisé média diversification. Je crois qu'en fait, alors oui, j'ai mis des images parce que c'est vrai qu'on a un peu, j'en ai qu'une. J'ai un peu du mal à faire sans dessin. Non, c'est qu'on est plus. Enfin, globalement, on a un peu comme mantra d'être là où les enfants sont. Donc à la fois, on peut parler de support. Si une bonne histoire, c'est une bonne histoire. Donc qu'on la mette en presse, qu'on la mette en édition, qu'on la mette sur le digital, en podcast, en audio, enfin en spectacle. Je veux dire, et là où les enfants sont, ça revient au même. Qu'ils soient à l'école, qu'ils soient dans leur chambre, qu'ils soient au salon, qu'ils soient dans les transports, qu'ils soient dans la salle d'attente du médecin. On essaye on réfléchit beaucoup, je dirais, quelque part à ces lieux. Voilà. Donc j'ai une petite marguerite là, ou pâquerette avec des pétales, non, mais avec un exemple parmi d'autres. Une dernière spécificité, je pense, qui est importante aussi et qui me semble intéressante, c'est qu'on a donc 18 magazines de 1 à 18 ans, et donc tout notre travail, en tout cas côté presse classique, c'est de faire chaîner, de garder les enfants pendant 17 ans et de les faire chaîner, passer d'un magazine à l'autre. Donc en termes d'abonnement, on est
si on prend l'abonnement, je dirais, si on parle de nouveaux abonnements, on est une formidable machine à recruter parce que par essence, un enfant reste en moyenne 2 ans sur un magazine parce que ses compétences langagières et cognitives évoluent, donc il faut qu'il grandisse. Et donc on recrute entre 450 000 et 500 000 nouveaux abonnements par an. Donc on est une grosse machine, voilà, à recruter. Après, c'est pas forcément des nouveaux abonnés. Parce que, donc là-dedans, il peut y avoir des familles, enfin, je dirais, qui passent d'un magazine à l'autre, ou des grands frères, des petites sœurs, enfin voilà, tout ça. Donc si je tourne autour de ma pâquerette, c'est un exemple parmi d'autres, mais qui est Pomme d'Api, que vous connaissez sans doute. Donc on a bien sûr le magazine mère, un peu matriciel. On a après une stratégie de hors-série. Bon là on en a 6 qui sont des hors-série jeux. Enfin voilà. On a bien sûr un développement à l'international. Enfin bien sûr, c'est pas si évident que ça parce que c'est vrai que la presse jeunesse telle qu'on la connaît en France, c'est un peu un ovni. Enfin une presse éducative de cette qualité-là à ces prix-là, ça n'existe pas ailleurs dans le monde. Mais on a quand même un certain nombre de déclinaisons à l'international. Donc on a des filiales, via des filiales ou des partenaires. Donc Espagne, Québec, enfin voilà. On a après un développement livre qui est très très important puisque Bayard Jeunesse a donné lieu à démarrer par la presse, mais assez vite il y a la presse à 55 ans et l'édition à 31 ans. Donc assez vite, au bout de 20 ans, on a créé Bayard Édition Jeunesse, qui est par notamment de contenu presse et puis de ses propres créations. Mais aujourd'hui, donc Bayard Édition, c'est le numéro 1 en BD jeunesse et c'est 500 livres qui sont sortis par an, quoi. Donc c'est un gros développement. Après, si je poursuis ma pâquerette du dessin animé, et puis je vais parler plus globalement du digital. C'est vrai que dans cette presse-là, en facteur d'attachement, en facteur de transmission, on a souvent des petits personnages qu'on appelle des héros. Donc on a Petit Ours Brun, Sam Sam, enfin pour ceux qui ont des enfants et qui les connaissent, et qui peuvent donner lieu à des dessins animés. Donc là, on a créé, en 2003, une petite filiale de production audiovisuelle où nous produisons nous-mêmes pour des chaînes télé ou des plateformes des dessins animés. Donc nous avons produit Petit Ours Brun, Sam Sam. Donc soit on produit nous-mêmes avec une petite entité, soit on cède à des producteurs tiers, on cède les droits de déclinaison audiovisuelle à des producteurs tiers. On fait un peu les deux. La pâquerette, là, elle est un peu incomplète, mais si je poursuis sur le digital, on a quand même un certain nombre aussi de rubriques ou de traces éditoriales qu'on développe en éditorial. Une rubrique, par exemple, qui s'appelle Les Petits Philosophes, qu'on a pu développer en vidéo, en éditorial. Et là, on a une plateforme qui s'appelle Bayam. Donc, c'est pas un dérivé de Pomme d'Api, mais on va retrouver des dérivés, je dirais, de Pomme d'Api. On va retrouver des personnages, on va retrouver des propositions éditoriales. Et c'est une plateforme qui vit par abonnement. On a à peu près 25 000 abonnés aujourd'hui qui payent 5 € par mois, voilà, et qui s'appelle Bayam. C'est distinct. Oui. On peut être abonné à Pomme d'Api et pas Bayam, voilà. Ou être que Bayam et pas Pomme d'Api. On peut être abonné uniquement Bayam, on peut être abonné uniquement à Pomme d'Api, et on fait aussi des propositions d'offres duo, pour les deux. Et donc on a un certain nombre d'abonnés aux deux. Après, on va retrouver tout ce qui est produits dérivés ou merchandising. Là, j'ai mis des exemples autour de Petit Ours Brun, mais des peluches, des tasses, du linge de maison, des figurines, tout ce qui existe autour du produit dérivé. Après, peut-être intéressant aussi, les ressources pour l'école. Je vous ai dit, c'est aussi une de nos cibles. On travaille avec l'école ou avec les professeurs. Le gros de l'activité est vraiment centré sur les enfants, mais c'est vrai qu'on est présent dans les classes, en fond de classe souvent, ce qu'on appelle en fond de classe ou dans toutes les bibliothèques. Et on a pu développer, on développe pour les professeurs des ressources pédagogiques qui prennent souvent la forme de kits vendus, en moyenne 60 €. On a fait par exemple des ressources yoga, donc c'est un kit avec des séances de yoga, une aide, je dirais, au professeur qui va pouvoir faire X séances de yoga avec sur le yoga des posters, éventuellement des vidéos,
un petit livret pour le professeur, hein, pour avoir les bases, enfin des choses comme ça. On a fait la même chose sur l'anglais pour les tout petits, parce qu'on s'est rendu compte que les professeurs qui devaient apprendre l'anglais dans les écoles maternelles et primaires étaient souvent un peu démunis. On a fait la même chose sur la philo, enfin, donc sur les professeurs qui avaient envie de se lancer dans des ateliers, je dirais, de questions-réponses, enfin d'apprentissage de la philo, hein, comme ça existe beaucoup. On retrouve là les personnages. On va retrouver les personnages ou les rubriques, enfin quelque part, c'est une déclinaison de rubriques du magazine. Donc voilà ces ressources pour l'école. Donc c'est à la fois un petit chiffre d'affaires et à la fois nous ça nous permet de faire rayonner la marque et d'être présent dans l'école. Et c'est vrai qu'un enfant qui s'amuse, je sais pas, à faire du yoga, quand il le raconte, Pomme d'Api, quand il le raconte à la maison, voilà, il y a des chances qu'il s'abonne après. C'est des choses que vous faites via l'éducation nationale ou directement en direct avec les enseignants? En direct. Alors on a pu des fois avoir les logos de Canopée, enfin de travailler avec l'éducation nationale et les différents acronymes de l'éducation nationale, mais on peut faire des choses totalement en direct. D'accord. Non. Des événements, donc là l'événement c'est les exemples autour de, on a fait un spectacle Petit Ours Brun, donc là c'est une comédie musicale, là on l'a fait avec un producteur tiers, parce que c'est voilà. Mais sur un autre titre comme J'aime lire, on a fait avec un de ses héros, Anatole Latuile, on a un escape game là dans Paris et on en a d'autres qui vont s'ouvrir. Voilà, enfin on peut faire des ateliers, on a fait des ateliers avec les parents, donc on fait un peu d'événements, donc soit gratuit, soit payant. Un escape game c'est payant, une comédie musicale c'est payant. Après on a toute l'activité digitale, mais qui n'est pas payante, dite réseaux sociaux et autres. Alors il y a quand même une source de revenus dans cette activité digitale. Je passe un peu du coq à l'âne, excusez-moi. C'est plus lié au dessin animé. C'est Petit Ours Brun et YouTube. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir 2 saisons de Petit Ours Brun, donc ça fait 104 épisodes de Petit Ours Brun qui sont présents sur YouTube et globalement avec de la publicité, la régie Google qui vend l'espace publicitaire avant ou après, et jusqu'à il y a peu de temps, parce que la loi a changé, YouTube Kids il y a une loi COPPA interne à YouTube qui a réduit, je dirais, les possibilités publicitaires de la régie Google. Mais bon an, mal an, comme on faisait quand même, on est à 200 millions de vues sur YouTube, donc on faisait, je sais plus, 20 millions de vues par an. C'était quand même un chiffre d'affaires de 250 000 euros qui arrivait sans qu'on fasse grand-chose, donc c'était plutôt sympathique. Là ça a baissé. L'audio. Après l'audio, soit stratégie podcast, donc là podcast plutôt on va dire, à usage, audience et visibilité de la marque. Mais on a aussi une stratégie payante de livres audio, c'est-à-dire de récits audio, notamment plus fiction, d'histoire, qu'on vend et qu'on vend là en B2B via notre équipe de droit. Et qu'on vend à des plateformes, à des Audible, à des enceintes. Il y a un gros marché de l'enceinte pour enfants qui s'est développé les dernières années. Donc on a un peu les deux. Vous en avez vous-même lancé une cette année? Nous en avons nous-mêmes lancé une cette année, là, il y a un mois, en joint venture avec Radio France et la Caisse des dépôts, donc, qui s'appelle Merlin, où on peut retrouver des contenus, je dirais, notamment de Pomme d'Api sur l'enceinte. Et après, si je fais le tour si je finis ma pâquerette, là c'est plus classique, c'est tout ce qui est presse encore, un peu dérivé de Pomme d'Api. Donc c'est vrai qu'outre les hors-séries pures, on a, je dirais, autour de Pomme d'Api et notamment autour de Petit Ours Brun, mais pas que. On a à peu près une trentaine de sorties de magazines par an qui sortent quasiment uniquement en kiosque. Donc soit autour de Petit Ours Brun, soit mon école Montessori, l'école Montessori de Pomme d'Api, donc du magazine plutôt trimestriel. Donc on a à peu près une trentaine de sorties par an. Et puis un magazine d'éveil à la fois qui est 6 numéros par an. Voilà. Donc c'était un peu pour faire le tour. Cet exemple Pomme d'Api, c'est un bel exemple de voir tout ce qu'on peut faire. Vous le déclinez sur toutes les marques ou c'est vraiment spécialement, celui-là, il est spécialement complet? On le décline sur les grandes marques, donc parce que sur les 18 marques qu'on a, on a Pomme d'Api, J'aime lire,
Astrapi, Okapi, Phosphore, qui sont sans doute nos poppies aussi. Enfin, on a quelques grandes marques, mais je dirais que Pomme d'Api et J'aime lire sont nos plus grandes marques en termes d'audience. J'aime lire, c'est 2,6 millions de lecteurs tous les mois. Donc, c'est la plus grosse marque et la plus grosse audience en presse jeunesse. Donc, j'ai exactement la même, je dirais une pâquerette similaire sur J'aime lire. Après, on le décline aussi, mais c'est un peu plus loin, on va dire, je pense, du sujet, sur les personnages, même si c'est lié à la presse, puisque ces personnages sont nés dans la presse. Donc, quand je vous parle de Petit Ours Brun, de Sam Sam, de Tom Tom et Nana, enfin, souvent ils sont d'Ariol, d'Anatole Latuile. Bon, ils sont nés en presse, donc ils sont liés à un magazine presse et à une marque presse. Et donc, sur les personnages que je viens de vous citer, on a le même, je dirais, on a à peu près le même type de pâquerette qu'on décline. Pour Pomme d'Api, la part entre toutes les activités presse, entre guillemets, pure et dure, et le reste, en termes d'activité, ça donne quoi ? Alors pour Pomme d'Api, je dirais que la presse est à 60%. Je pense que l'édition dérivée de Pomme d'Api est quand même à 30%. Et après, on a un 10% d'autres. Après, ça dépend un peu de l'audiovisuel. Enfin, la façon de compter le chiffre d'affaires audiovisuel est un peu complexe parce que en fait, on monte une série, il faut 4 ou 5 millions d'euros pour la monter. Donc, c'est plus des plans de financement que du chiffre d'affaires, quoi. Enfin, il y a aussi du chiffre d'affaires qui arrive après, mais on ne compte pas de la même façon. Je ne sais pas comment expliquer ça. Donc, je dirais 50-60, 30 et 10-20, quoi. Voilà. Merci. On va finir ce premier tour de table avec Albin Servian. Donc, vous avez racheté donc, il y a 4 ans, dites-vous, Tétu. En mai 2018, oui. Et donc, ce que je disais, effectivement, vous veniez un peu d'un univers extérieur à la presse. Comment vous avez imaginé le devenir à l'époque, ça allait quand même pas très bien, Tétu, le magazine, entre guillemets. Voilà. Donc, comment vous avez imaginé son développement et où vous en êtes aujourd'hui ? Alors, effectivement, alors moi je suis plus habitué de Vivatech et de Station F, en fait, pour ce style de présentation et de débat. En fait, oui, donc Tétu a été racheté en mai 2018 au tribunal de commerce. C'est la deuxième fois que c'était au tribunal de commerce, un titre qui a 25 ans, qui a été créé par Pierre Berger et quelques autres personnes. Et en fait, moi je viens pas de la presse, donc je me suis entouré de gens éminemment spécialisés, comme Béatrice Vanière dans le domaine de la presse. Mais c'est un projet de marque avant tout. Et d'écosystèmes qu'on développe autour de la marque Tétu. La presse n'étant finalement qu'une expression du projet, qui est assez essentielle, puisque c'est un peu le bonbon des fans, des abonnés tous les trimestres maintenant. Mais petit à petit, je dirais que dans le poids du chiffre d'affaires, on va en parler, ça va se réduire. Donc en fait, l'idée dès le début, finalement, c'est, compte tenu de mon parcours, c'est plutôt un projet digital, comme vous pouvez l'imaginer, avec un site web puissant. Par rapport aux 2 mastodontes, je suis bien entouré, mais pour nous, c'est 1 million de visiteurs uniques par mois, donc, mais ça reste important. Et ce qui est important, c'est d'engager nos bases de fans tous les jours. Voilà, donc le site web est extrêmement puissant pour ça. Les réseaux Instagram, Twitter, TikTok maintenant, YouTube. Voilà, donc ce qui est important, c'est d'engager au quotidien nos fans et de monétiser cette audience avec un magazine, maintenant trimestriel, et d'autres activités. Donc voilà, dès le début, ça a été la vision. Je m'inspirais aussi beaucoup de modèles anglais parce que j'ai vécu 8 ans en Angleterre et j'ai vu que 3 titres LGBT historiques vivaient très bien parce qu'ils avaient su se digitaliser, se diversifier. Voilà, donc ça a été l'approche depuis mai 2018 pour relancer le projet. Alors, on est au salon Presse au Futur, donc le magazine, hein, juste pour vous expliquer, moi je crois au papier. Voilà. Même si je viens du digital. Pour autant, la vision sur Tétu, c'est qu'on veut premiumiser le magazine à outrance. Pour moi, ça doit devenir un coffee table book. Je ne vois le futur de Tétu que par un magazine qui petit à petit devient un objet de collection chez soi. Donc on travaille le grammage du papier. Alors, c'est de plus en plus cher le papier, mais bon, en tout cas on travaille le grammage du papier, c'est du 300 grammes. On a une belle iconographie, il y a du vernis pour la version abonnée et la version kiosque. Voilà, mais de plus en plus, on veut faire en sorte que ça devienne un objet de collection. C'est supporté par une proposition web forte et un abonnement que j'ai pas voulu classique, au sens où je me suis encore une fois inspiré du Guardian, encore un autre exemple anglais, avec une stratégie d'abonnement soutien
C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'abonnement avec de forts discounts mensuels, mais les gens donnent ce qu'ils veulent tous les mois, sans engagement de durée. Voilà. Donc c'est ta contribution libre, sans engagement de durée. Ils donnent 8 € par mois, donc 96 € par an, pour 4 magazines par an qui sont à 6,90 € en kiosque. Si on avait fait de l'abonnement classique presse, vous connaissez ça, on aurait fait 4 fois 6,90 moins 30%, on a repu à moins de 20 €. Là, on est à 96 € par an. Voilà. Et vous leur suggérez, c'est quand vous dites ils donnent ce qu'ils veulent, vous leur suggérez ces 8 € par mois. Oui, alors on développe ça avec TBS, il y a une petite case, ils ont juste à remplir le montant qu'ils veulent mettre. Donc forcément, il y a des gens qui donnent beaucoup tous les mois, et d'autres, ça c'est la moyenne est à 8 €, pardon. Donc il y a un minimum quand même, parce qu'on sait compter, donc c'est 5 € le minimum par mois, voilà. Mais on est en moyenne à 8 €. Voilà. Avec une lifetime value, donc voilà, la durée assez maximale, assez absolue, parce qu'on est à 18 mois. On a des petits problèmes, comme tout le monde, quand les cartes bleues s'expirent. Mais bon, voilà, donc on a mis en place le CEPA, mais on n'a pas encore un taux de prise assez élevé par rapport à d'autres standards du marché. Donc voilà. Vous avez combien d'abonnés aujourd'hui ? 4000 à peu près, 4000 abonnés. Donc c'est plus petit que mes amis, mais bon, en tout cas, ça progresse. Et on est beaucoup dans les analyses data, là aussi c'est mon métier, analyse de cohorte mois par mois pour voir comment évoluent les différentes cohortes d'abonnés, pour pouvoir justement trouver des bassins d'audience où on peut réinvestir, et c'est ce qu'on fait petit à petit. Parce que moi je ne suis pas mécène dans la presse, et voilà, il faut gagner de l'argent, il faut payer les factures toutes les fins de mois. Voilà, c'est tout l'esprit du projet. Donc le magazine reste central, mais je considère que le magazine c'est un peu le cadeau des fans, c'est un peu la Madeleine de Proust, on le reçoit, ils sont contents, ils publient sur Instagram. Voilà, mais ce qui est important, c'est ce qu'on veut développer autour. Et c'est ce à quoi on s'est attelé depuis 4 ans maintenant. Donc il y a grosso modo, je pense qu'on a un petit peu moins de 50% maintenant sur les activités classiques d'édition, avec la pub classique qui est gérée par Mediaops dans notre cas. Ça a été plutôt stable malgré le Covid. On a fait plus de 10% en chiffre d'affaires pendant le Covid en 2020, grâce à l'abonnement, des abonnés fidèles, mais aussi à la diversification. Je vais y venir. Et cette année, on est sur un plus 65% de chiffre d'affaires. Par contre, ce qu'on a développé autour, c'est un écosystème de contenu et services à valeur ajoutée. Alors, je vais vous donner quelques exemples. Encore une fois, je me suis inspiré d'un exemple anglais. On a créé c'est peut-être pas original non plus, mais en tout cas, c'est un think tank autour de sujets d'inclusion et diversité en entreprise. On a 42 partenaires, voilà, qui financent, qui donnent en moyenne, c'est un membership de 20 à 50 000 € par an, avec tout un tas de services intégrés. Alors, c'est des dîners toutes les 6 semaines. La dernière fois, on avait Anne Rigail, la patronne d'Air France, Cédric O, le ministre du numérique. La semaine dernière, on a un dîner pavillon Élysée sur séroposité au travail, par exemple. Voilà, donc on a des cycles de conférences, un peu comme les échos, j'imagine, très haut niveau, et des speakers de très bonne facture. Et ces gens-là, on les retrouve aussi, bien sûr, en interview dans le magazine ou sur le web. Donc pour la première fois, on a eu un CEO du CAC 40 en mars 2020, Frédéric Oudéa, qui s'est exprimé dans notre étude. Donc pour ceux qui connaissent l'étude depuis 25 ans, c'est un chiffre stratégique assez important de voir des CEO du CAC 40 dans notre étude, forcément. Donc, pour chaque magazine, on a une à deux interviews. Le prochain étant sûrement... L'idée, c'est qu'il parle des sujets d'inclusion et diversité en entreprise. Ouais, dans sa boîte. Exactement. D'accord. Exactement. Interrogé par des journalistes. Donc, c'est pas du brand content, je précise. Donc, voilà. Donc, ça, c'est forcément, comme vous pouvez l'imaginer, voilà, c'est à base d'événementiels, de dîners, de webinars qu'on fait pour tous nos partenaires ou qu'on organise pour des entreprises. Donc, on l'a fait pour Heineken, pour L'Oréal. J'étais encore chez Engie il y a peu de temps avec Catherine McGregor, la CEO, qui s'engageait. Donc on produit les panels, concrètement, c'est un peu ce que vous faites, j'imagine. Ce matin, j'étais chez IBM, là, je viens d'y chez IBM. J'ai eu un événement avec leur COMEX et aujourd'hui avec tous les salariés, avec 450 personnes connectées, pour parler de ces sujets-là. Voilà. Donc ça, c'est forcément un axe de diversification. Donc 42 entreprises qui payent entre 20 et 50 000 € par an. Voilà. Donc, vous êtes bon en maths, donc vous n'avez qu'à faire le calcul. Pour autant, on a un pourcentage extrêmement faible du CAC 40, ce qui est un peu mon indicateur, mon KPI, comme vous pouvez imaginer. Donc, je regarde le CAC 40 et le SBF 120, et on regarde le nombre d'entreprises qui sont chez nous. Donc, on a 4% du CAC 40, donc c'est pas beaucoup, mais il y a une marge de progression significative, et ça s'accélère. Là, les derniers partenaires sur la plateforme sont Salesforce, France Télévisions, WeWork. Qui d'autres voilà. Il y a des gens dans le monde du retail aussi,
qui vont nous rejoindre assez rapidement, Goldman Sachs, JP Morgan et d'autres encore. Donc voilà, c'est un axe de progression qui est fort. Voilà, et ça exprime aussi un certain nombre d'exigences en termes de production de contenu. Donc on staffe l'équipe avec justement des gens qui sont spécialisés pour parler en entreprise. On développe des études aussi avec The Boston Consulting Group chaque année pour avoir la data. C'est ce qui intéresse vraiment toutes les entreprises. Donc voilà, on n'est pas très loin de modèles comme ceux des Échos, je pense le vôtre, sur ce biais-là. Et je pense qu'il y a une marge de progression qui est super importante. Donc ça, c'est un premier axe de diversification. Deuxième axe, de façon assez classique aussi, je dirais. Comme il y a l'activité de vente d'espaces publicitaires sur le magazine, sur le web, etc. Bon, c'est un marché qui est difficile, vous le savez, ça a été dur. Pour autant, on a des annonceurs fidèles qui sont restés, mais on a shifté vers une activité d'agence où maintenant on développe des films web, des vidéos, ou des campagnes d'engagement. On l'a fait pour BNP, Mastercard, Ralph Lauren, Levi's. C'est de la publicité ou de la communication? Là, on dit agence conseil. Pour le coup, on les aide sur les campagnes relatives à quand ils s'expriment au travers de leur marque sur des sujets d'inclusion et diversité. Mastercard qui lance la TrueName, qui est la carte de crédit qui est destinée aux populations trans qui souhaitent avoir leur prénom d'usage sur leur carte, ce qui est très difficile. Voilà, donc c'est des choses très concrètes et c'est bien entendu pour les aider à ne pas faire du pinkwashing, qui est une tendance de beaucoup de marques en juin, au moment du mois de la Pride, de faire des marques. Voilà, nous, on adore les LGBT, etc. Donc voilà, c'est une campagne fil de l'eau. Dans l'année, on les accompagne avec des milestones, une roadmap. C'est ce qu'on fait avec Levi's, Ralph Lauren et bien d'autres, ou L'Oréal encore. Voilà, donc, et en termes d'équilibre, la contribution sur l'activité d'édition, vous la connaissez, le prix du papier monte. On va sûrement monter le prix du magazine l'année prochaine. Voilà. Le bon contenu a un coût. Mais ce qui est important, c'est déjà développer des activités avec une contribution, je peux vous le dire, de 60% sur les coûts fixes, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on peut tenir un média, à mon sens, de cette taille à date. Après, il y a d'autres activités, je ne veux pas trop pour favoriser le débat, mais bien sûr, d'activités de licensing, la marque est forte. Donc on a sorti des jeux de société avec Blanc Manger Coco, je ne sais pas si vous connaissez ce jeu, c'est très sympa, c'est un jeu de société, ça se joue le soir avec un petit verre de vin au coin du feu. La version LGBT qui a fait un carton à la Fnac et sur Amazon. On a développé un puzzle aussi récemment sur le sujet de diversité, etc. Donc ça, c'est du revenu net, concrètement. Donc c'est très intéressant pour la contribution. Ou encore le festival Paris Têtu qui avait eu lieu il y a 2 ans, avant le Covid. Pareil, je crois qu'on a eu 3000 personnes de mémoire sur un week-end. C'est de la licence avec une société de production qui s'appelle Decibel du groupe Warner. Voilà, c'est quelque chose qu'on va relancer sur 2022, j'espère. Voilà, donc, finalement, cette activité de diversification est beaucoup plus forte que l'activité purement oui, dans le plan à 3 ans, il faut que ça pèse 75% du chiffre d'affaires. Bien entendu, il n'y a que comme ça. On n'abandonne pas du tout le projet de presse. Encore une fois, le magazine. Aujourd'hui, ça représente combien aujourd'hui, la diversification? Au moins de 50%, je me tourne vers Béatrice, mais plus de 50%, on doit être à 55%, oui, tout à fait. Et vous pensez à passer 75% c'est l'objectif, oui. La marche forcée, oui, tout à fait. D'accord. Donc on a vu avec ces trois intervenants, c'est intéressant parce qu'ils ont quand même des approches assez différentes. Je voulais poser la même question pour vous trois. Le Covid, qu'est-ce que ça a fait? Qu'est-ce que ça a changé? Qu'est-ce que dans vos stratégies de diversification, ça a accéléré les choses, ça a au contraire freiné certaines autres? Vous parliez, Bérénice, d'événementiel. C'est vrai que là, ça a été un petit peu difficile, mais c'est juste momentané, ponctuel. Qu'est-ce que ça a changé pour vous trois? Quels enseignements vous en tirez finalement pour 2022, quoi? Je commence encore? Oui. Alors, le Covid, je dirais que c'est un impact un peu différent selon les activités qu'on a évoquées. Sur la partie média, je l'ai dit, ça a été un coup d'accélérateur du digital. Et alors, nous, on a une petite anecdote aux Échos, c'est que on était jusqu'en début 2020 sur un modèle d'abonnement, ce qu'on appelle en method paywall. C'est-à-dire il fallait lire, le paywall se déclenchait après, quand le lecteur avait lu plusieurs articles. Et on avait le projet de changer et de passer à un modèle freemium avec des articles payants et des articles gratuits, qui est le modèle assez diffusé aujourd'hui. Donc pour plein de raisons, la disparition à terme des cookies en étant un, le fait que le method paywall était beaucoup
plus poreux que le freemium. Et notre date de changement de système, qui est quand même un enjeu technique assez important, et aussi d'organisation, parce que ça veut dire qu'il faut chaque jour décider quels articles on ferme ou on ouvre, ce qui est pas forcément une évidence totale. Notre date de changement, c'était le 16 mars 2020 ou 17 mars 2020, enfin bref, le jour du premier confinement. Donc on a maintenu le changement, on a eu vraiment raison de le faire, et pour pas mal de raisons. Enfin, en tout cas, moi, les enseignements que j'en ai tirés, et je réponds, c'est une réponse indirecte, mais qui explique aussi la montée du digital, enfin les étapes franchies, c'est que il y avait 3 bénéfices que j'avais anticipés, mais certains beaucoup plus que ce que je pensais. Bon, le premier, c'est que je pense pour les lecteurs, c'est beaucoup plus clair et beaucoup plus évident que quand il faut s'abonner, pourquoi on doit s'abonner, et voilà. Donc ça, c'est un vrai bénéfice important. Le deuxième, c'était que je vois à quel point ça donne des éléments d'analyse beaucoup plus fins et de pilotage de l'activité que ce qu'on avait auparavant, parce qu'on sait ce qui convertit, ce qui convertit pas. Et ça m'amène au troisième point, qui est que pour la transformation digitale de la rédaction, c'est-à-dire la prise de conscience par l'ensemble des journalistes de ce que ça veut dire de devenir digital, ça a été un pas gigantesque en avant. Voilà, depuis cette époque-là, on a maintenant chaque jour, la rédaction a un objectif d'audience sur les articles ouverts, sur les articles fermés. En fonction de l'actu, on décide le matin combien d'articles on fermera ou combien d'articles on ouvrira en fonction des objectifs, en fonction de l'actu. Enfin, et ça a été un vrai... un vrai accélérateur. Et sur la partie service, les 2 grosses activités, donc événements et publishing. Publishing, c'est un modèle vraiment hyper résilient, et on a un peu baissé notre chiffre d'affaires en 2020, mais pas tellement. Sur les événements, ça c'était une autre histoire. Mais voilà, comme je disais, là c'est tout ce qu'on a comme je touche du bois évidemment, mais tout ce que l'équipe a mis en place là sur le 2e semestre nous fait dire que c'est reparti. Ensuite, les modèles ont été complètement réinventés. Vivatech a été, je crois, le premier salon qui a pris place après l'arrêt des confinements. Donc c'était à la fois une super bonne nouvelle, parce que c'était vraiment c'était génial de pouvoir le faire, c'était génial de revoir quelque chose en physique. En même temps, d'être le premier, c'était compliqué, donc il y a eu évidemment les contraintes étaient telles pour participer au salon que bien sûr le visitorat était pas du tout à la hauteur de ce qu'on a eu physique. Alors avec le digital cumulé, oui, mais voilà, donc c'était le premier, mais depuis les exemples qu'on a eus nous montrent que voilà, c'est reparti, ouais. Enfin, je sais pas si quelqu'un est capable de prédire les choses, mais juste rapidement, on parle du Covid, mais en fait, ça a commencé avec les Gilets jaunes, si je peux me permettre. Le rachat, la relance s'est fait en novembre 2018, en fait, concrète. Et je pense que la grève, les retraites, les Gilets jaunes, ça a démarré dès 2019. Donc, finalement, on a eu le temps de s'entraîner un petit peu, avec un nombre de kiosques, un nombre de points de vente qui a dû diminuer de 30%, parce qu'on est vendu... pour la presse magazine, nous, en relais, en gare, et donc des kiosques étaient fermés. Donc, voilà. Donc ça, c'est assez net. Donc à partir du mois de mars, je me dis, oulala, qu'est-ce que je suis parti faire dans la presse, venant du digital. Et en fait, l'abonnement a décollé dès le mois de mars 2020, donc ce qui était plutôt salvateur, avec une stratégie qui est la vôtre, je ne vais pas vous paraphraser, mais c'est à une échelle plus réduite, mais c'est concrètement, c'est regarder la data, trouver le bon mix, le bon équilibre entre contenu gratuit et payant avec le système de paywall, et c'est comme ça qu'on a réussi à développer la base donnée, et ça s'est plutôt accéléré à partir de mars 2020, quoi. Donc avec un focus, bien sûr, soutenez-nous, il faut du bon contenu, il faut les bonnes interviews, parce que ça reste, il faut du bon contenu, donc avec aucune stratégie de discount des prix, et puis sur la partie B2B, donc le think tank diversité en entreprise, écoutez, l'activité webinaire finalement s'est accélérée, on a appris avec les outils du bord et on s'en est plutôt bien sorti. Voilà. Et les annonceurs côté pub classique, ils viennent pas sur Tétube pour de la puissance, du ROI, ils viennent pour de l'affinité, donc on les a globalement, on a souffert, mais on les a plutôt conservés. Et pour l'activité d'agence, comme beaucoup d'annonceurs
Voilà, il y a deux axes. Soit on va chercher du ROI, soit de l'affinitaire, et en développant des opérations spéciales avec Tétu, notamment sur les réseaux sociaux, YouTube, des vidéos web qu'on a développées pour eux. Voilà, globalement, on a fait plus 10% en 2020, plus 65% cette année, quoi. Et on vise la rentabilité l'année prochaine. Merci. Nathalie ? Merci le Covid, quelque part. Exactement. Oui, ou vos stratégies. Sur la jeunesse, c'est un peu pareil. Hein. Enfin, ceux qui ont eu des enfants et qui ont dû travailler avec les enfants à la maison, je pense me comprendront. Donc c'est vrai qu'on est un peu apparu comme le sauveur, à la fois de manière avec des messages d'amour incroyables, et des parents et des enfants, des photos d'enfants. Enfin voilà. C'est vrai que sur la presse papier, une fois passé le premier stress de est-ce qu'on va pouvoir travailler, est-ce qu'on va pouvoir encore imprimer et envoyer, parce qu'on s'est posé cette question-là un peu en mars. Tout s'est très bien passé. On a gagné 50 000 abonnés, enfin abonnements. Plus des étoiles de l'OJD en 2020. Effectivement, les doubles étoiles de l'OJD cette année. Donc on a une très bonne progression sur le papier, et qui s'est vu à la fois sur l'abonnement, à la fois sur le kiosque. C'est vrai qu'il y avait moins de kiosques ouverts, mais les kiosques ont été dévalisés, en tout cas côté jeunesse. Bon. Après, côté digital, ça a été très, très probant aussi. Et là, c'était important parce que nous ramions un peu côté digital, parce qu'en fait, on a telle force, un tel ADN papier, que pour les parents, on est un peu le dernier rempart contre les écrans, quand ils se battent avec leurs enfants sur les écrans. Hein. Enfin, voilà, le rapport des parents aux écrans, c'est je t'aime moi non plus, et c'est une grosse source de crispation dans les familles. Et c'est vrai que un abonnement à Pomme d'Api, un abonnement à Gelmir, ça permettait d'écarter les enfants des écrans. Et c'est vrai que là, même si on a toujours fait de l'écran, ça a été une grosse source de créativité, puisqu'on a inventé nos lives à nous, quoi. Non, mais donc avec des auteurs qui faisaient des ateliers graphiques, des ateliers lecture. On a inventé un peu des nouveaux podcasts ou des nouveaux livres audio avec des auteurs. Donc on envoyait des micros en coursier chez des auteurs qui ont enregistré dans leur lit X romans de eux-mêmes, parce qu'ils avaient envie de le faire. Enfin, voilà. Donc c'est vrai que ça a été une grande source de créativité, et la plateforme, on va dire numérique, qui s'appelle Bayam, qui est un peu une émanation de Pomme d'Api et d'Astrapi, elle est un peu entre les deux. On l'a, sur le premier confinement, on l'a ouverte à tout le monde en gratuite. Avec soit elle était gratuite, soit elle était les deux. Il y avait un mois gratuit et les gens s'abonnaient. Et en fait, étonnamment, on a quand même eu pas mal d'abonnements avec un mois gratuit. Et petit à petit, à partir de juin, je dirais, on a baissé la part gratuite, on a remonté la part premium, et on a remonté la part payante. Et on a gardé un certain nombre d'abonnés, pas tous, mais on a élargi notre bassin d'audience, et après on a travaillé, en marketing digital pour essayer de garder ces abonnés numériques. Donc c'est vrai que le confinement a plutôt été bénéfique. Comment vous organisez pour vos activités de diversification, pour en créer de nouvelles? Vous êtes plutôt groupe Les Écoles Parisiens, vous avez fait quand même pas mal d'acquisitions ces derniers temps. Visiblement, chez Tétu, c'est plus là dans du développement interne. Est-ce que c'est de l'opportunité, de saisir des opportunités, ou c'est une stratégie d'aller chercher des gens à l'extérieur, ou comment choisir entre le... Oui, alors, encore une fois, toute proportion gardée par rapport au groupe Les Échos, et c'est une petite équipe, juste pour vous donner un ordre d'idée, grosso modo, il y a 4-5 personnes en CDI, et freelance et prestataires autour qui aident. Donc on essaie d'être très focus sur ce que j'expliquais tout à l'heure. Tétu Connect, encore une fois, je pense que l'opportunité, c'est un certain pourcentage du CAC 40. Il faut qu'on se concentre sur du beau contenu, etc. Donc on se concentre sur l'activité B2B et agence qui contribue fortement, mais on peut guère s'éparpiller avec la taille actuelle. Ce qu'on a cherché à faire, ce que j'ai cherché à faire, c'est plutôt d'aller chercher, on l'a un petit peu évoqué, d'autres titres, un peu du même style que Tétu. Donc en mai 2018, on s'est porté acquéreur de Opéra Magazine auprès de Srant en France, magazine mensuel, très papier, mais avec une communauté très forte. Très engagé, très fan d'art lyrique, comme vous pouvez l'imaginer, quasi à l'équilibre,
mais pas digitalisé. Voilà. Et ce qui est intéressant là, pour moi, c'est pas tellement de la diversification, c'est marque forte, référente, très verticale, communauté très engagée sur la qualité de contenu, et là, une opportunité de digitalisation, une monétisation qui est forte, parce que c'est qu'une proposition papier mensuelle à date. Et ce sont exactement les mêmes équipes, le même groupe de personnes. Alors, pas sur la partie journaliste de Tétu, bien entendu, parce qu'il y a 3-4 personnes sur Opéra qui font du très très bon contenu, c'est des gens référents dans le domaine, avec un pool de pigistes. Mais derrière, les équipes transverses, support, growth marketing, acquisition d'abonnés, CRM, data, web, développement web, etc., édition, avec Béatrice, ce sont les mêmes personnes. Voilà, donc actuellement, on va plus chercher des économies d'échelle en agrégeant des titres spécialisés. Mais même stratégie de diversification, on va retrouver l'abonnement soutien, on va retrouver des... Ma conviction profonde, c'est que sur des magazines spécialisés verticaux avec du très bon contenu, il n'y a pas matière à faire du discount d'abonnement. Non, le bon contenu a un coût, donc il ne faut pas s'attendre à avoir du moins 50% sur Opéra Magazine ou Tétu. Ce n'est pas du tout la stratégie. Les prix oui, ont plutôt vocation à monter, et pourquoi pas l'abonnement soutien sur l'Opéra, oui, complètement, parce qu'il n'y a pas d'autres médias papier de ce style avec cette qualité de contenu. Donc ce sont des fans, ils sont très fidèles. Donc pourquoi pas l'abonnement soutien. Et ce qu'on fait, Tétu Connect, Opéra Connect, ça fonctionne en commençant à réfléchir. Idem sur des activités d'agence, finalement. L'activité d'agence qu'on a développée sur Tétu, c'est les mêmes talents, c'est des gens qui savent monter des campagnes d'activation. Je peux vous dire que dans l'opéra, il y a des marques plutôt intéressantes qui s'intéressent à ce domaine-là et des décideurs. Bérénice ? Les deux, en fait, vraiment, en termes d'acquisition et d'organique. Ouais. Historiquement, pas mal d'acquisitions. Les activités qui ont démarré la diversification des échos, donc les salons, le publishing, c'était des acquisitions. Et souvent, ce qui se passe, c'est que voilà, c'est de l'acquisition et puis après de l'organique. Il y a aussi des acquisitions récentes en diversification. On a acheté un salon qui s'appelle Change Now dans le développement durable et qui d'ailleurs fait partie des très beaux succès de l'année 2021. Voilà, mais Vivatech, c'est de l'organique, Média en scène aussi, Investir d'elle, les deux. Voilà. Et c'est vrai que... Et en revanche, c'est vrai qu'on est dans une stratégie d'acquisition assez forte dans le groupe, pas uniquement dans les sujets de diversification, pas mal aussi dans les médias. Parce que oui, ce matin, Pierre Louette disait 15 acquisitions en 3 ou 4 ans. Donc il y en a pas mal, plusieurs dans mon pôle. Donc on a acheté le site Boursier qui est venu rejoindre... Investir pour faire un pôle finance personnelle. Et puis, on est aussi en train de construire un pôle musique classique. Donc, je sais pas, on aura peut-être des choses à faire avec mon voisin. Donc, Radio Classique faisait partie du groupe et on l'a complété avec Mezzo, qui est une chaîne de télévision payante, et Medici, un site de streaming de musique classique, enfin de captation de concerts de musique classique, voilà. Et on a acheté il y a quelques semaines une société de production, voilà. Et l'acquisition aussi, en fait, il y a dans d'autres univers, notamment celui de l'art. D'accord. Bayard, je crois que vous avez annoncé le rachat d'une... Alors côté Bayard, la tradition, on va dire historiquement, on est très, très en croissance organique. Voilà. C'est les idées qui viennent du public ou de l'interne, enfin qu'on essaye de développer. C'est vrai que les derniers temps, pour aller plus vite et plus loin, on est plus ouvert. Enfin, on s'est plus ouvert à déjà une stratégie de collaboration, de partenariat, de coédition, joint venture, enfin comme on veut. On parlait de l'enceinte Merlin qu'on a lancée avec Radio France et la Caisse des dépôts. Enfin, il y a d'autres exemples un peu comme ça. Et là, dernièrement, mais c'est plus rare chez nous, je ne sais pas pourquoi, on a racheté une start-up, une start-up digitale qui s'appelle Edoki, une start-up française qui a un certain nombre d'apps, notamment une grosse app qui s'appelle Ma Maternelle Montessori, donc à destination des enfants et des familles. Voilà. Mais c'est vrai qu'on est de tradition plus organique et on fait plutôt le mouvement vers les autres dernièrement. On sort aujourd'hui, on est encore dans la crise, mais malgré tout, on peut espérer en sortir. 2022, tous les trois, vous voyez cette activité de diversification accélérée,
être stable? Comment vous voyez ça sur la base 2022, tous les trois? Vous avez le micro. Nathalie, vous pouvez peut-être... Non, je pense qu'on va l'accélérer parce que nous, on sent l'audio qui a toujours été assez important, hein, et qui a été important dans les titres parce qu'on avait des titres qui étaient accompagnés. J'ai même connu, vous allez me dire que je suis très vieille, la cassette audio, donc après j'ai connu le CD audio. Voilà. Non, mais donc là, on sent bien qu'on a envie d'accélérer et qu'il y a pas mal de choses à faire sur l'audio. Donc moi, je suis assez... je pense qu'on est en... Et puis il y a un côté cercle vertueux aussi quand on parlait un peu des collaborations, des ouvertures à des partenaires, parce que quelque part... un partenaire, je sais pas, un dessin animé, un producteur audiovisuel va nous amener à en rencontrer d'autres, à ouvrir au merchandising, à faire un spectacle musical. Donc finalement, on sème un peu des petites graines et qui poussent, et qui sont en train de pousser. Après 2022, côté presse, ça va s'annoncer plus difficile, tout simplement pour des raisons de coût du papier, voire de coût de l'impression. Mais comme c'est quand même un gros poste, hein, dans des comptes d'exploitation presse, on est plutôt sur des hausses de 30, 40, 50% du coût du papier. Donc ça monte jusqu'à 6 chiffres, en tout cas pour la jeunesse, quoi. Voilà. Pour Tétu, et ça va de pair pour Opéra, hein, je pense que moi j'aime bien l'évolution du marché de la musique. Je fais souvent un parallèle entre le vinyle et la presse magazine. Enfin, moi j'ai bossé chez Sony Music à une époque. Voilà, je pense que voilà, moi si on reste comme ça va être stable, bon, coût du papier, etc. Nombre de points de vente, etc. Donc on ne va pas augmenter le rythme de la périodicité du magazine de toute façon. Donc je pense qu'il faut premiumiser. Voilà, faut aller travailler l'abonnement. Pour autant, les autres activités, donc on va stabiliser en premiumisant ou voir une certaine progression, mais c'est surtout de l'optimisation compte tenu du contexte que vous citiez, le réglage comme d'habitude, et puis optimiser tout ce qu'on peut optimiser de ce côté-là. La partie B2B va doubler l'année prochaine, avec le nombre de briefs qu'on a actuellement, ainsi que sur la partie agence, on a déjà des briefs. Maintenant qu'on a un petit peu d'expérience, qu'on peut montrer des choses qui ont été produites, on peut estimer qu'on doublera sur l'année prochaine. C'est-à-dire que vous êtes à 42 entreprises, vous visez les 80 Sur tu connais, j'ai plus le chiffre en tête d'entreprise. Ouais. Dans un chiffre d'affaires, on va doubler en chiffre d'affaires. Ouais, d'accord, ok. Bérénice? Oui, moi je suis assez optimiste aussi. C'est bien. Moi je pense que 2022 pour les échos, je suis très optimiste sur la partie encore développement des abonnements. On a, nous, deux formes de commercialisation des abonnements, soit ce qu'on appelle en B2C, c'est-à-dire l'abonné s'abonne lui-même sur le site ou via d'autres services, et puis aussi l'abonnement via les entreprises. Et autant on a beaucoup travaillé ces dernières années la partie B2C en améliorant ce qu'on appelle le funnel de conversion, même si on a encore des choses d'abord, c'est ça que je trouve passionnant, c'est que il y a toujours des projets et des optimisations à apporter. Voilà. Et puis sur la partie vente via les entreprises, on a encore, je pense, du potentiel. C'est quelque chose que le FT a fortement développé. C'est 60% de son chiffre d'affaires d'abonnés. Nous, c'est plutôt un quart. Donc voilà, je ne vais pas viser les 60, mais en tout cas, je pense qu'on a une marge de manœuvre. Et sur la partie diversification, pour nous, pour 2022, c'est vraiment la reprise complète et totale de la partie événements, salons. Et voilà. Merci. Est-ce que quelqu'un, il nous reste moins de 10 minutes, est-ce que quelqu'un voudrait poser une question dans la salle? Sinon, pour conclure, j'aimerais vous demander à chacune et chacun d'entre vous un conseil à donner à notre assistante pour justement en 2022 réussir sa stratégie de diversification en quelques mots pour chacun d'entre vous. Qui se lance? En tout cas, s'agissant des verticales sur lesquelles nous sommes, et on l'a vu au travers des résultats, croissance de l'abonnement, la base, c'est la qualité de contenu. Faut pas, pour moi, il y a une presse jetable qui a un avenir sombre, qu'on peut consulter sur mobile gratuitement. Il y a du contenu à valeur ajoutée qui me semble être plutôt l'avenir. Donc, le contenu, et le contenu a un prix. Voilà. Merci.
Pour rebondir, je dirais la même chose, le contenu, et je rajouterais le public. Bon, chez nous, c'est les enfants. C'est vrai qu'il faut... Nous, les rédactions sont tous les mois en crèche, en maternelle, en école, en médiathèque. Ils les rencontrent, ils leur lisent des choses, pas forcément notre presse, hein. Ils voient comment, qu'est-ce qu'ils comprennent, qu'est-ce qu'ils ne comprennent pas, comment ils mangent, comment ils s'habillent. Et ça, c'est très important parce que finalement, ça a été la source. Bon, c'est la source d'un bon contenu, mais c'est aussi la source d'idées. C'est là qu'on voit l'audio, qu'on voit ce qu'il y a dans les familles en y allant, qu'on voit un peu les besoins et que les idées surgissent. Donc, je dirais contenu et relations au public. Rencontrez vos lecteurs et interrogez-les, quoi. Bérénice ? Oui, évidemment, tout à fait d'accord. C'est une bonne diversification ne marche que si la marque mère est forte, et cette marque n'est forte que si en tout cas dans les médias, que si les contenus sont forts eux aussi. C'est quelque chose qu'on a en commun avec, parmi d'autres, hein, mais avec les deux autres intervenants, c'est que on n'a jamais sacrifié les contenus aux Échos, jamais, et on le fera encore moins demain. Et peut-être ce que je pourrais dire, c'est que alors c'est moins peut-être sur la partie diversification que sur la partie digitale, c'est qu'à la fois c'est les contenus, et c'est aussi l'aspect technique et l'aspect marketing, et ça, je pense qu'il faut rester en veille permanente parce qu'il y a des nouveautés en permanence qui sont quelquefois, comment dirais-je, il y a plus de nouveautés, que de réactivité technique. Donc c'est un peu ça le truc compliqué, c'est que il faut à la fois être réactif, agile, et en même temps avec parce qu'on a vraiment beaucoup appuyer tous les bénéfices du digital. Il y a quand même une chose que je trouve moi un peu compliquée, c'est que c'est très complexe, ça demande quand même pas mal de moyens, et notamment de moyens humains, et pour lesquels on n'est pas les mieux placés pour les avoir dans nos équipes. Donc c'est quand même à mon avis un sacré challenge. Ouais. Écoutez, merci bien. Oui, allez-y. Alors, j'ai l'impression inverse de la vôtre, quoi. C'est que autant, alors peut-être ça dépend des générations, mais autant il fut un temps, et c'était bien la difficulté où la gratuité était la norme, et maintenant l'habitude de payer sur le digital, je vais dire une banalité totale, hein, mais merci Netflix, merci Spotify, merci Deezer. Je pense qu'il n'y a plus de sujet. Alors, ça ne veut pas dire que c'est simple, et encore une fois, il faut mériter il faut mériter l'abonnement. Mais moi, je pense que les freins, ils sont beaucoup moins forts, et les habitudes de paiement sont beaucoup plus développées. Voilà. Ensuite, il y a quand même effectivement encore des gens qui n'ont pas envie de payer l'information, c'est sûr. Et un des enjeux, je parlais de l'enjeu tech, un autre enjeu, c'est le piratage, c'est les fraudes, et ça, quand on ferme un robinet, il y en a un autre qui s'ouvre, donc c'est aussi toujours un sujet. Mais sur la légitimité de payer l'info, franchement, ensuite ça dépend des univers et tout. En tout cas, les nôtres, alors je parle pour les Échos, mais les autres marques dont je m'occupe aussi, par exemple sur la musique classique, avec Medici, c'est un abonnement payant, et il n'y a pas de... franchement, il n'y a aucun sujet là-dessus, de mon point de vue. Pas d'autres questions ? Si, allez-y. C'est toujours la question. Il y a Béatrice qui me regarde. Elle va me dire, faut pas le dire. Donc, on n'est pas au JD, hein, mais bon, je peux.
Non, bon, je sais pas, c'est des chiffres qui sont sur le marché, mais on imprime à 50 000 et on optimise le réglage au jour le jour. Voilà. Et j'ai une deuxième question, parce que moi je notamment un titre qui s'appelle Femmes ici ailleurs. Pendant le confinement, on a explosé aussi grâce à des webinaires qu'on a lancés. Et moi j'ai la conviction que c'est un peu éloigné notre cœur de cible et que du coup c'est des gens qui ne restent pas aujourd'hui. Est-ce que vous ressentez la même chose par rapport à les clients moins fidèles qui sont arrivés en 2020 que ceux d'avant? Des lecteurs de... Alors, je ne sais pas si la question s'adresse à moi, mais non. Oui, c'est vrai. C'est vrai, il y a eu un pic incroyable pendant le printemps 2020. Nous, on a doublé. En mars et avril, sur les échos, les nouveaux abonnés étaient x5 par rapport à la moyenne d'avant. Donc, on n'est pas à x5 maintenant. Et c'est vrai que c'est en partie des abonnements, des gens qui sont des abonnés, mais pas beaucoup plus que. Enfin, avec un churn à peu près semblable, ce qu'il y a, c'est qu'ils étaient plus nombreux. Voilà, c'est vrai, il y a eu un gros pic et que ce pic est redescendu. Mais on est au-dessus on recrute plus qu'avant le Covid, quoi. Oui, et pareil pour Bayard Jeunesse, on continue de recruter plus qu'avant le Covid. Après, c'est sûr qu'on a eu une telle explosion que là, un an après ou 18 mois après, on a un taux un réabonnement qui est légèrement inférieur aux moyennes qu'on avait. Mais après, c'est un peu... on l'observe à chaque fois qu'on a des gros pics. Dès qu'on élargit un peu la base, ça tangue un peu. On perd 1 ou 2 points éventuellement en réabonnement. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, il est 17h30. Donc, merci à vous trois d'avoir accepté de partager toutes ces expériences. Et puis, bonne fête, pas bonne fête, mais bonne fin de salon. À bientôt.